Bonjour à toutes et à tous, je suis Florence Porcel, Community Manager officielle de l'Univers et je vous souhaite la bienvenue dans le 70e épisode de ce podcast dédié à l'actualité du mois de décembre 2017. Je vais vous parler de tourisme spatial, de résultats historiques, de voitures dans l'espace et de sondes increvables. Et commençons par les bidules 2.0. Alors d'abord, je vous conseille d'aller voir le travail de Sean Doran, encore lui, oui, mais sur la Lune cette fois. Il a utilisé les données de la sonde LRO pour nous faire cette image d'1 gigapixel. Donc du coup, on peut zoomer dedans et aller visiter la Lune d'un peu plus près qu'avec une lunette astronomique. C'est ma foi fort plaisant, et la Lune est sublime, sublime. La deuxième chose dans cette rubrique, c'est un truc de fou. Alors attention, arrêtez tout et écoutez-moi très attentivement. Je vais vous parler de ma vidéo préférée de toute l'histoire des internets. Il n'y a même pas de mots pour la décrire. Mais avant de vous la présenter, il faut que je vous explique le contexte. Le 12 décembre, la société Blue Origin a fait voler pour la 7e fois sa fusée réutilisable Blue Shepard pour lancer la capsule de tourisme spatial qu'il développe. Alors tout s'est bien déroulé comme vous pouvez le voir sur ces images. Il y avait même de la charge utile à l'intérieur, dont des expériences scientifiques et un mannequin nommé Skywalker. Le Blue Shepard a lancé la capsule jusqu'à 98 km d'altitude, soit 2 km avant l'espace. Elle y est restée un peu, puis elle est redescendue et a atterri grâce à un parachute. Et c'est là que ça devient fou. Blue Origin a mis 2 caméras dans la capsule pour nous montrer ce que les passagers pourront voir, et ce sont ces images. La vidéo dure tout le vol, ça dure une dizaine de minutes, et c'est comme si on partait vraiment. Les hublots sont immenses, il y a une vue de folie, c'est la vidéo la plus dingue que j'ai jamais vue. Alors, sans compter le son, je vais l'extraire et m'endormir avec tous les soirs, je crois. J'adore entendre le son de ce vol. Alors, le bip bip qu'on entend, c'est une des expériences à bord, normalement il n'y aura pas ça, mais tout le reste, c'est une expérience complètement dingue. Alors, j'ai changé d'avis, j'ai changé d'avis. J'ai récemment dit à une journaliste que ce genre de vol de quelques minutes à la frontière de l'espace m'intéresse moyennement, parce que ce serait plus frustrant qu'autre chose. Mais ok, cette vidéo m'a complètement retournée. Je veux monter dans ce truc un jour, c'est obligé. Donc, allez la visionner dans des bonnes conditions, dans le noir, avec un bon casque si vous avez. Et kiffez. Expérience complètement planante, satisfait ou remboursé. Et poursuivons par les tweets pour aller voir du côté de SpaceX. Alors Elon Musk a annoncé ce qui allait partir dans le premier vol de test de la Falcon Heavy, son lanceur lourd, et il s'agira donc de sa voiture. Je le cite, la charge utile sera ma Tesla qui diffusera Space Oddity, la destination c'est l'orbite martienne, elle s'enfoncera loin dans l'espace pendant environ 1 milliard d'années si elle n'explose pas au décollage. Alors évidemment, ceux qui l'adorent ont crié au génie, et ceux qui le détestent lui ont défoncé la gueule, comme à chaque fois qu'il bouge un petit doigt. De mon côté, j'ai d'abord salué la jolie histoire que ça raconte avec ce tweet. Elon Musk, c'est l'enfant qui plaçait sa petite voiture au sommet de sa fusée, qu'il faisait décoller d'un bruit de bouche convaincu et à qui on a dit « Voyons, on n'envoie pas de voiture dans l'espace » et qui, 40 ans plus tard, fera mentir ses parents avec l'autoradio allumée. Pour ensuite, j'ai tweeté ça et ensuite j'ai émis un avis critique puisque j'ai tout de suite ajouté « En même temps, je suis pas sûre qu'envoyer une voiture dans l'espace pour l'éternité, avec peut-être un risque qu'elle s'écrase sur Mars, soit l'idée du siècle en termes d'éthique. » Mais je me suis renseignée et il a eu l'autorisation d'embarquer sa voiture puisque justement, il n'y a pas de risque de collision avec Mars. Elle passera trop loin de la planète. Donc, tout va bien. Et après avoir été un peu circonspecte sur ce choix quand même, maintenant je me dis que c'est toujours mieux que d'envoyer une charge de béton ou d'acier comme ça se fait lors des tests. Au moins si le lanceur n'explose pas, on aura un objet humain qu'on utilise tous les jours dans l'espace, enfin qu'on utilise tous les jours et qui se trouvera dans l'espace. Et quand on y pense, c'est une idée super intéressante. À ma connaissance, il y a que des objets à visée scientifique dans le système solaire, rien qui puisse donner des indications à d'éventuels archéologues du futur, qu'ils soient humains, post-humains ou extraterrestres, sur
sur ce qui étaient nos objets quotidiens. Alors, ma foi, une voiture, pourquoi pas, c'est intéressant. Et le connaissant, ce serait étonnant qu'il ne barde pas la bagnole de capteurs pour avoir des données, de caméras, tout ça, enfin voilà. Donc le lancement devrait avoir lieu fin janvier. Affaire à suivre, en tout cas, j'ai trop hâte. Le deuxième tweet, c'est celui de Grégory Dubo, ingénieur sur la mission MSL, soit Curiosity, et qui nous informe le 2 décembre qu'elle a dépassé les 18 km parcourus sur le sol martien. Bon, en plus de 5 ans sur place. Vivement qu'on y envoie des gens quand même, hein, parce que c'est bien, hein, elle prend le temps de regarder les cailloux. Moi j'adore les cailloux martiens, hein, vous me connaissez. Mais bon, ça va pas vite quand même. Et le dernier tweet nous vient directement de l'espace, puisqu'il s'agit de celui de l'astronaute Mark Van der Heij, je suis pas sûre de la prononciation, qui nous envoie une photo du réveillon de Noël dans l'ISS, où les astronautes ont pu découvrir le dernier Star Wars. Et dire qu'on est mi-janvier et que je n'ai pas encore pris le temps d'aller le voir, je suis tellement à la bourre. Du côté des images, c'est un bel exploit que vient de réaliser l'ESO, l'Observatoire européen austral, ou plutôt l'instrument Sphère, installé sur le VLT, le Very Large Telescope, sur le mont Paranal au Chili. Ces gros cailloux là, ce sont des astéroïdes de la ceinture d'astéroïdes qui se trouve entre Mars et Jupiter. On y voit de gauche à droite Amphitrite, Bamberga, Julie, et le dernier, le plus gros, Pallas. Pallas est le troisième plus gros objet avec ses 510 km de diamètre. Il représente à lui tout seul 7% de la masse de cette ceinture. Alors avant lui, il y a la planète naine Cérès et l'astéroïde Vesta. Ce sont les premières images prises dans le cadre d'un programme qui va durer 2 ans et qui va observer les 40 plus gros objets de la ceinture d'astéroïdes pour mieux connaître leur structure interne et leur morphologie de surface. Donc on n'a pas fini d'en voir des gros cailloux de ce genre et ça c'est chouette. Une autre image incroyable qui nous vient de l'ESO, cette fois-ci de l'instrument Pioneer et toujours du VLT, c'est celle-ci. Alors ça, c'est Pingruis, une géante rouge qui se trouve à 530 années-lumière de nous. Mais ce qu'il y a d'extraordinaire là-dedans, c'est qu'on voit les détails de sa surface. C'est fou. C'est d'autant plus fou que c'est à ça que ressemblera le Soleil dans 5 milliards d'années, quand il aura gonflé comme une baudruche. Ces détails font environ 120 millions de kilomètres de long. Alors ce sont des cellules convectives, et si j'ai bien tout compris, puisqu'il fait évidemment beaucoup plus chaud au cœur des étoiles, là où se produisent les réactions nucléaires qu'à leur surface, ça forme un mouvement de convection où le gaz se refroidit en remontant à la surface et se réchauffe en redescendant, et ces mouvements produisent des cellules convectives, donc on voit qu'il n'en existe qu'une poignée de très très grandes sur cette géante rouge, mais sur le Soleil, il y en a 2 millions qui font 1500 km, et on peut expliquer la différence de taille de ces cellules par la différence qu'il y a entre leur gravité de surface. Comme la gravité de surface de Pingruis est beaucoup plus faible que celle du Soleil, les cellules qu'on voit et qu'on peut qualifier de bulles de plasma peuvent être beaucoup plus grandes. Bref, peu importe les détails techniques, je suis même pas sûre d'avoir très bien compris, alors référez-vous plutôt au lien que j'indique dans la description sous la vidéo. Ce qu'il y a de fou dans cette image, c'est que c'est la première fois qu'on voit des détails de la surface d'une géante rouge. Je rappelle qu'elle est à 530 années-lumière de nous. Autre astre rouge, mais il s'agit de Mars cette fois-ci, vous allez pas y couper. Cette incroyable image prise par l'orbiteur européen Mars Express montre la planète rouge de son équateur, en haut de l'image, jusqu'au pôle Nord, en bas de l'image. C'est trop trop beau. Et revenons un chouïa plus près de chez nous avec cette image cette fois-ci en noir et blanc. Il s'agit de Vénus, prise en infrarouge par un instrument à bord de la sonde japonaise Akatsuki, mais si on est très attentif, et si on a une bonne vue, et si on n'a pas 1 million de poussières sur son écran, suivez mon regard, on peut apercevoir la Terre et la Lune sur ce cliché. Bon ok, je vous aide. On est là! Ouais, bon, faut le savoir. Mais quand même, on est là. Et vu comme Vénus est cramée de moitié, je ne vous fais pas l'affront de vous préciser de quel côté de l'image se trouve le Soleil. Mais on se trouve tous ici. L'événement de ce mois de décembre, c'est bien sûr les premiers résultats historiques du satellite Microscope. Alors, ça n'a rien à voir avec un microscope, en revanche. Le satellite s'appelle comme ça parce que c'est l'acronyme de microsatellite à traînée compensée pour l'observation du principe d'équivalence. Oui, c'est franco-français. Et donc, comme son nom l'indique, l'expérience menée était de pouvoir vérifier le principe d'équivalence avec une précision qui n'avait pas été dépassée depuis 10 ans. Le principe d'équivalence, qui postule que les objets tombent dans le vide à la même vitesse quelle que soit leur masse, a été remise au goût du jour avec Einstein, en postulant également que l'accélération était égale à la gravitation, et c'est l'un des piliers de sa théorie de la gravitation, la relativité générale. Mais comme cette théorie
théorie qui fonctionne parfaitement bien jusqu'à présent est incompatible avec la théorie quantique qui fonctionne parfaitement bien dans le domaine des particules, les physiciens cherchent une théorie qui engloberait les deux pour en quelque sorte les rabibocher. Et il y a des théories candidates qui postulent que le principe d'équivalence serait violé à une certaine échelle. Or, ce qu'ont démontré les premiers résultats de microscope, parce que pour l'instant seuls 10% des données ont été interprétées, c'est que le principe d'équivalence est vérifié jusqu'à 14 chiffres après la virgule. Ça veut dire que les calculs d'Einstein, jusqu'à 2 fois 10 puissance moins 14, sont justes, ils correspondent à la réalité physique. Mais l'expérience n'est pas terminée et les chercheurs espèrent arriver jusqu'à 15 chiffres après la virgule, donc augmenter la précision et la validité du principe d'un autre facteur 10. C'est fou, c'est fou. Entre ça et les ondes gravitationnelles, Einstein n'en finit pas d'avoir raison. En tout cas, je vous conseille d'aller regarder la vidéo du CNES sur ce satellite pour comprendre comment ça marche. C'est passionnant. Le lien est évidemment dans la description sous la vidéo. Restons avec un engin dans l'espace, puis pour la première info de cet épisode, figurez-vous que les ingénieurs de la NASA ont réussi l'exploit de rallumer des propulseurs sur la sonde Voyager 1 qui n'avaient pas été utilisés depuis son survol de Saturne en 1980. 1980. Mes parents n'étaient même pas mariés. Je sais pas si vous vous rendez compte. Le bordel se trouve à environ 20 heures-lumière de nous, donc pour lui envoyer des instructions c'est long, et pas simple, parce que les signaux sont hyper faibles quand ils arrivent. Ça fait 40 ans qu'il se trouve dans les conditions les plus extrêmes qui existent. Ça fait 37 ans qu'on n'a pas utilisé ces propulseurs, et une fois que les ingénieurs ont réussi à décrypter le logiciel des années 70 codé dans un langage oublié, ils ont bidouillé 2-3 trucs et hop, c'est passé crème. Le but de la manœuvre est de faire pivoter la sonde de manière à ce que son antenne soit dirigée le plus directement possible vers la Terre pour continuer à communiquer avec elle et recevoir des données. Du coup, au lieu de durer jusqu'à 2020, je rappelle qu'elle est partie en 1977, elle pourrait nous parler pendant encore 2 ou 3 ans. 2 ou 3 ans de plus. C'est vraiment un truc de malade. La deuxième info, c'est qu'on ne peut pas atteindre le zéro absolu. Voilà, cette température est la plus froide possible, elle correspond à moins 273,15 degrés Celsius, et des chercheurs viennent de démontrer qu'on ne pouvait pas l'atteindre dans un temps fini. Alors en gros, c'est un peu comme la vitesse de la lumière, il faudrait une énergie infinie pour pouvoir l'atteindre, ce qui n'a pas de sens en physique, et pour atteindre le zéro absolu, il faudrait l'éternité, ce qui n'a pas de sens non plus. Donc atteindre le froid, le plus froid, c'est pas possible, et je vous renvoie vers l'article de Futura Science en lien sous la vidéo qui explique ça en détail. La date de cet épisode, c'est malheureusement la disparition le 21 décembre de l'astronaute américain Bruce McCandless à l'âge de 80 ans. Son nom ne vous dit peut-être rien, mais vous avez forcément vu cette photo. C'est le premier astronaute à avoir effectué une sortie extravéhiculaire complètement libre, c'est-à-dire sans être attaché à une station ou à un vaisseau spatial. C'était en 1984, l'ambiance était un peu tendue au centre de contrôle où se trouvait son épouse. Du coup, il a dit « c'était peut-être un petit pas pour Neil, mais c'est un sacré bond de géant pour moi ». Et ça a détendu un peu l'atmosphère. Il avait été sélectionné dans le corps des astronautes en 66, il avait été support d'astronaute sur Apollo 14, et après ce fameux vol où il a flotté librement dans l'espace, il y est retourné pour aider à déployer le télescope Hubble. Quelque chose de plus joyeux, forcément, du côté de la culture, c'est le projet du premier café scientifique en France. Il s'appellera l'Euré Café, il sera situé à Toulouse et ce sont 2 jeunes qui veulent l'ouvrir. On peut lire dans la description de leur crowdfunding, je cite, « Samuel et Arnold, 2 jeunes chercheurs passionnés de sciences, à nous 2, nous cumulons 3 brevets, un doctorat, 2 maîtrises en sciences, de méprise, oh quel joli lapsus, de maîtrise en sciences, donc pardon les gars, et 2 diplômes d'ingénieur. Plutôt que de contribuer à la conquête de Mars, nous sommes convaincus que nous sommes plus utiles en gardant les pieds sur terre pour parler de science avec les citoyens. » Eh ben Mazel Tov, j'ai envie de vous dire, le projet a l'air bien parti, puisqu'ils ont atteint les 15 000 € qu'ils visaient à la base, et la campagne n'est pas terminée. Donc si vous voulez soutenir ce projet, n'hésitez pas, je vous mets tous les liens qui vont bien en description sous la vidéo. Hâte de passer à Toulouse et d'aller y prendre un thé, en tout cas. Soyez sûrs, je n'y manquerai pas. Et pour finir en beauté cet épisode, je voudrais vous présenter un garçon fort talentueux, aussi talentueux qu'il est gentil. Il s'appelle Quentin Lazzarotto, il est réalisateur et en fait je vais le laisser se présenter tout seul parce qu'il le fera bien mieux que moi.
Ici, là, on est à mon bureau à l'Institut Henri Poincaré à Paris. Donc, l'Institut était dirigé jusqu'à il y a très peu de temps par le mathématicien Cédric Villani, je pense que maintenant tout le monde voit qui il est, et aussi par le cosmologiste Jean-Philippe Uzan, qui a joué un rôle vraiment très important dans le développement de toutes mes activités ici à l'Institut, qui concernent donc surtout les films, les ciné-clubs, les activités sciences, mathématiques surtout, et arts. Donc moi je suis jurassien d'origine, et je suis à Paris depuis à peu près 10 ans, et j'ai fait des études de cinéma. D'abord, je suis allé à l'École supérieure d'études cinématographiques, l'ESEC, à Paris, où j'ai eu une formation surtout en tant que monteur. Et puis ensuite, j'ai aussi fait un master en co-tutelle entre l'ENS et Paris 3. Mon sujet d'étude, c'était l'adaptation cinématographique dans le cinéma britannique. Voilà, donc c'était assez précis. Mais parallèlement à ça, j'ai toujours été hyper passionné par les sciences. En fait, dès mon cours de première, il y avait un truc qui s'appelait les TPE. Je ne sais pas si ça existe encore aujourd'hui, il fallait faire des exposés. Et j'avais fait un film sur le CERN, parce que le CERN à Genève, c'est vraiment juste à côté du Jura, de l'autre côté de la montagne. Donc déjà là, il y avait la science. Ensuite, j'ai travaillé aussi pendant 3 ans dans l'équipe du festival Paris Science à Paris, qui est un super festival qui présente les nouvelles productions de documentaires scientifiques, de sélection internationale, donc vraiment classe. Et puis ensuite, juste après Paris Science, j'ai intégré l'équipe de l'Institut Henri Poincaré pour y développer les activités audiovisuelles. Ce que je préfère vraiment, c'est faire des documentaires et rencontrer des scientifiques pour divulguer leurs paroles auprès du grand public, dans les sciences, surtout mathématiques, physique, astronomie, astrophysique. C'est les thèmes qui me plaisent le plus. En même temps, c'est les meilleurs. Pour moi, les sciences, dans le monde d'aujourd'hui, surtout, la pensée cartésienne, c'est vraiment très important pour comprendre qui on est et construire une civilisation. C'est un peu des grands mots, des grands termes, mais je pense que c'est encore aujourd'hui, malgré tout, un combat de définir ce que c'est que la démarche expérimentale, la démarche scientifique et ce que les scientifiques nous disent du monde dans lequel on est. Alors aujourd'hui, je m'occupe de 2 ciné-clubs dont je suis très fier. Il y en a un qui est un ciné-club à proprement parler et l'autre qui est une programmation de cinéma dans le cadre d'un festival. Le premier, c'est Univers Convergent. Il a 5 ans cette année, c'est un beau bébé. Les séances étaient présentées jusqu'à il y a peu par Cédric Villani ou Jean-Philippe Uzan et c'était avec eux que je choisissais les films et que je choisissais les intervenants avec le concours bien sûr du cinéma Grand Action qui est un des meilleurs cinémas parisiens, en tout cas du cinéma d'auteur. Et c'est chez eux qu'on fait nos soirées dans leur grande salle Henri Langlois qui fait plus de 200 places et qui est une des plus belles salles de Paris. Univers Convergent, c'est le dernier mardi de chaque mois entre janvier et juin. Donc on a déjà fait 4 saisons, ce qui représente plus de 26 films. Le but de ce ciné-club, c'est vraiment de mettre des scientifiques en avant. Donc comme intervenants, on reçoit vraiment des scientifiques qui travaillent directement sur les domaines concernés. Ce n'est pas des journalistes, ce n'est pas des médiateurs, c'est vraiment des scientifiques qui sortent de leur labo et qui arrivent au cinéma directement. Si vous avez peur d'approcher des scientifiques, ils sont là dans une ambiance conviviale et vous pouvez aller parler du film. Le deuxième, c'est une programmation scientifique dans le cadre du Festival d'astronomie de Fleurance. Alors ça, c'est un festival, c'est mythique. C'est une ville, Fleurance, de quelques milliers d'habitants, qui pendant une semaine se dédie quasiment entièrement à l'astronomie. Et donc vous avez des conférences, vous avez des activités pour les jeunes, vous avez le village des sciences qui vous présente des météorites, des robots, tout ce que vous voulez. C'est des conférences vraiment d'une grande qualité qui sont triées par difficulté. Alors piste rouge, piste verte, piste noire. Donc vous allez à celle où vous vous sentez d'aller. Et c'est vraiment des intervenants renommés. Et ils m'ont proposé, il y a 2 ans, d'encadrer une programmation cinéma dans le cinéma de Fleurance, qui est le cinéma d'art et essai de la ville, avec une très jolie salle et une équipe très sympathique. Et du coup, on choisit 6 films. Il y en a un par jour, ils sont projetés à 17h30, avant les grandes conférences du soir. Et les intervenants scientifiques qui viennent faire des conférences au festival viennent aussi voir les films et en discuter avec le public. Donc c'est vraiment hyper convivial. C'est une programmation qui est un peu différente de celle de Paris, puisqu'elle s'oriente
plus vers l'astronomie, alors que celle du Ciné-Club Univers Convergent à Paris est plus axée mathématiques, astrophysique. En 2015, on célébrait les 100 ans de la relativité générale d'Einstein, qui est une des plus grandes théories scientifiques du XXe siècle, si ce n'est la plus grande théorie scientifique du XXe siècle, qui nous a présenté l'espace et le temps sous des angles complètement différents de la façon dont on les perçoit dans notre vie de tous les jours. Et il fallait célébrer cet événement, et l'Institut Henri Poincaré, qui est donc la maison des mathématiques et de la physique théorique depuis 1928, s'est dit qu'il fallait qu'elle fasse quelque chose. Donc elle a organisé un trimestre scientifique où elle a invité les plus grands chercheurs en relativité. Et puis, l'Institut a aussi lancé la production d'un film. Et j'ai travaillé dessus avec deux co-auteurs, Jean-Philippe Uzan, cosmologiste donc, et spécialiste de relativité, et Jean Eisenstadt, qui est historien, spécialiste de l'histoire de la relativité. L'axe de ce film, contrairement à beaucoup d'autres films qui ont déjà été faits sur Einstein, c'était pas de dresser un portrait du scientifique, puisqu'il y a d'autres films pour voir ça, mais plutôt un portrait de la théorie elle-même et de raconter quelque chose qu'on sait peu, mais que cette théorie, qu'on encense aujourd'hui, quand elle est sortie, elle n'était pas acceptée du tout par la communauté scientifique, elle faisait peur. Elle n'était pas plaisante parce qu'elle remettait en question plusieurs centaines d'années de science. C'est là-dessus que le film revient et raconte une sorte de traversée du désert de cette théorie jusque dans les années 60. On est allé interviewer les plus grands chercheurs qui ont participé à cette aventure, Roger Penrose, Jocelyn Bell-Burnell, Thibaut Damour en France, qui sont des gens qui en parlent extrêmement bien. Il fallait, pour raconter cette histoire, une voix off. Et effectivement, en cours de montage, l'idée est venue de se baser sur des extraits ou sur des écrits qui seraient rédigés à la façon d'Einstein, comme si c'était lui qui nous racontait son histoire. C'était un moyen qui permettait d'humaniser vraiment la théorie et de rajouter de l'émotion, puisque les films, c'est de l'émotion, sinon rien. Et ensuite, dans les essais d'enregistrement, il est apparu très vite que des mots de l'usage courant, comme le temps, l'espace, la gravitation, en fait, il faut les dire et les jouer avec une intonation particulière quand on les utilise dans le cadre de la relativité générale. Et c'est pour ça qu'est venue l'idée d'avoir un acteur qui aurait des connaissances scientifiques dans ce domaine pour incarner ce texte. Sinon, ça sonnait faux. Et donc j'ai cherché qui, comme acteur, avait des connaissances en relativité générale, c'est quand même pas, ça court pas les rues. Et là, évidemment, j'avais vu l'exoconférence d'Alexandre Astier, génial, et je me suis dit, alors ça, ce serait le rêve. Curieusement, on peut le dire entre nous, l'idée n'a pas été bien reçue par la production. Il a fallu se battre. Et puis, une fois que ça a été accepté, on l'a contacté. Et il a accepté très vite. Au XXe siècle, on me connaît sous le nom de Albert Einstein. Et pour mon équation E = mc². Je voulais comprendre la nature grâce aux mathématiques. J'ai eu une vision nouvelle de l'architecture de l'univers. J'en ai fait une théorie, la relativité générale. Il a proposé aussi des idées d'intonation sur la voix, des idées de texte aussi, pour coller encore mieux au personnage. Pour tout vous dire, je n'aurais jamais parié que 100 ans plus tard, ma théorie soit toujours là. Et pour moi, c'est la meilleure voix off que j'ai faite aujourd'hui, vraiment, de tous mes films, parce qu'il avait cette connaissance de la science qui fait qu'il n'y avait absolument rien besoin de lui expliquer. Il comprenait exactement ce qu'il disait. Il m'a simplement vraiment posé beaucoup de questions sur comment je voyais Einstein et comment il voulait qu'il le jouait. Est-ce qu'il fallait qu'il le joue d'une manière professorale ou alors d'une manière plutôt amicale? On a fait des choix qui ne sont pas les mêmes tout au long du film et il a fait ça de manière très belle. Ma propre théorie m'avait complètement dépassé. Depuis que les mathématiciens s'en étaient emparés, je n'y comprenais plus rien. Aux États-Unis, dans les années 50, j'étais perçu comme une espèce de fossile que les ans ont rendu sourd et aveugle. Ce rôle ne me déplaisait pas, finalement, il correspond à mon tempérament. Tous les documentaires scientifiques que j'ai produits avec l'Institut Henri Poincaré, vous pouvez les retrouver
sur le site de l'Institut Henri Poincaré pour certains, ihp.fr. Vous pouvez venir à l'Institut si vous habitez Paris ou la région. Vous venez à la bibliothèque de l'Institut Henri Poincaré et on vous en donnera gratuitement un DVD. Et enfin, pour ceux qui ne pourraient pas se déplacer, vous pouvez aller sur mon site personnel, nebuleuseprod.com, qui regroupe mes films documentaires et d'autres films que j'ai pu produire au cours de mes études notamment. Et les films documentaires scientifiques, parfois on ne peut pas les diffuser en ligne à cause de droits sur les archives ou des choses comme ça, mais ils sont présents, il suffit de m'envoyer un mail, vous avez mon mail sur le site, et je vous renverrai un code pour que vous puissiez le regarder et me donner votre avis. Le film sur la relativité générale était évidemment marquant par son ampleur, parce qu'on a interviewé des spécialistes renommés dans différents pays. Et puis il y avait là aussi la collaboration avec Alexandre Astier. Mais je crois que vraiment le film qui m'est le plus personnel, sur lequel j'ai été le plus libre, et sur lequel véritablement j'ai senti une forme d'inspiration venant d'ailleurs, c'était Le Graveur de mathématiques. C'est un film qui présente le travail de l'artiste graveur, c'est un des derniers graveurs, Patrice Giner. Et lui, de toute sa vie, il a cherché et gravé des objets mathématiques, que ce soit des fonctions, que ce soit des objets en 4 dimensions, 5 dimensions. Les dimensions sont infinies en mathématiques, on peut avoir un monde en autant de dimensions qu'on veut. Et ça fait des formes très étranges, et lui-même est un personnage à la fois attachant et atypique, et tous les éléments étaient vraiment réunis pour faire un film avec beaucoup d'émotions. Et donc j'espère que c'est un film qui vous plaira, et que vous aurez le temps d'aller regarder. Il ne dure que 30 minutes, et vraiment c'est un voyage au monde de la géométrie mathématique et du rêve des mathématiques. Y égale l'intégrale de I multiplié par 1 plus oméga au carré Z égale l'intégrale de X exponentielle. Un métier, c'est quand même un tiers de sa vie et je suis d'ailleurs de plus en plus heureux de faire mon métier. Et je suis heureux également de m'être lancé dans les mathématiques. C'est qu'un tiers de ta vie, la gravure ? Non, en fait, c'est plus. En fait, pour être honnête, c'est tout le temps. Si je peux en parler, bien sûr que je peux en parler pour toi, Florence. Mes projets, il y a ceux qui sont avec l'Institut Henri Poincaré, qui sont mes projets principaux, notamment un qui aurait trait à tout ce qui est la réalité augmentée et l'intelligence artificielle, qui est un thème qui, je pense, est très important et qui montre vraiment comment les mathématiques sont en train de pénétrer vraiment nos vies, même personnelles. Et sinon, je suis en train de développer un documentaire sur le fameux sujet de la planète numéro 9. J'imagine que Florence en a déjà parlé dans ses épisodes, et si elle ne l'a pas fait, il faut qu'elle le fasse. Et puis sinon, je travaille aussi sur un projet qui n'est absolument pas scientifique, mais qui pourrait presque le devenir, qui est un documentaire sur un compositeur de musique qui s'appelle Régis Campo, qui fait des œuvres vraiment magnifiques, qui vient d'entrer à l'Académie française et qui est passionné par l'univers. Ben voilà, je suis au bout des questions, Florence. C'était la première fois que je me filmais moi-même. Donc j'espère que ça vous aura plu et j'espère surtout que les films vous plairont. Et je vous dis salut à tous. Alors je confirme que Le Graveur de mathématiques, c'est un film magnifique et très très émouvant. Moi, il m'a beaucoup touchée. Si vous avez l'occasion, vraiment voyez-le. C'est une demi-heure, c'est le temps d'un épisode de série. C'est vraiment waouh quoi. Une grande claque. En tout cas, merci à toi, Quentin, d'avoir joué le jeu. Je sais que c'est pas facile pour les réalisateurs de se mettre devant une caméra. Merci pour ce montage et ces extraits de films et j'ai hâte de découvrir ce que tu nous réserves pour la suite. Et voilà, c'est la fin du 70e épisode de ce podcast dédié à l'actualité du mois de décembre 2017. J'en profite pour vous présenter mes meilleurs vœux pour 2018. Puis j'enchaîne directement avec de la promo. Parce que voilà, je suis comme ça. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. En plus, il y a une nouvelle série de vidéos de quelques minutes qui s'appelle CQFD, avec un épisode tous les 15 jours. Les 6 premiers sont déjà prêts et uploadés et programmés. Donc ne ratez pas ça, et merci pour l'accueil que vous avez réservé au premier numéro. Je vous rappelle que vous pouvez trouver L'espace sans gravité, Mars Horizon et la folle histoire du système solaire chez vos libraires, et que vous pouvez me suivre sur Twitter et sur Facebook. On sera bientôt 10 000 sur Facebook. Waouh, merci. Si vous téléchargez ce podcast, n'hésitez pas à mettre des étoiles et des commentaires sur iTunes, et merci de le hisser à chaque fois jusque dans le top 5 des podcasts scientifiques, toujours entouré des émissions de Radio France.
immense, ça me touche beaucoup. Et merci aux tipeurs pour leur soutien, sans lequel je ne pourrais pas continuer à produire des contenus pour ma chaîne. Prenez soin de vous, prenez soin de notre planète et n'oubliez pas de rester le nez en l'air à ne rien faire.